Alors, on m'a proposé de vous parler de mon parcours et je vais évidemment être amené à l'abréger un peu pour vous laisser le temps d'intervenir vous aussi. Et je vais donc me contenter de vous évoquer les grands moments de mon travail et ça va évidemment recouper les interventions que j'ai pu faire à droite ou à gauche, ça va un peu les situer historiquement. Alors effectivement, comme il vient de vous être dit, le hasard fait bien les choses puisque tout a commencé pour moi avec les aventures de Tintin et que mon actualité justement en ce moment ce sont les aventures de Tintin puisque la sortie du film de Spielberg a amené un certain nombre de journalistes à me demander de commenter le film. Alors d'autant plus que ce film de Spielberg, je ne sais pas parmi vous qui l'a vu. Tiens, on pourrait faire un petit sondage. Qui a vu le film de Spielberg parmi vous? Oh, il n'y a pas grand monde. Ça, alors, si j'étais Spielberg, je serais drôlement déçu. Je vais éviter de vous demander qui a lu Tintin chez le psychanalyste ou Tintin le secret d'Hergé, parce que je risquerais d'être encore plus déçu que Spielberg si vous avez posé la question sur son film. Alors là, c'est trop du linéaire. Oh là là, c'est encore trop. Il faut laisser comme c'était tout à l'heure, parce que là, moi, voilà, parce que déjà, c'est beaucoup d'éblouissement. Alors, donc tout a commencé avec Tintin et on me demande en effet beaucoup d'en parler en ce moment parce que figurez-vous, si vous allez voir le film de Spielberg, vous verrez, figurez-vous que le film de Spielberg va complètement dans le sens de ce que j'écrivais en 1982 puis en 1985, à savoir l'histoire d'un secret de filiation caché dans les aventures de Tintin. Donc tout a commencé pour moi avec les aventures de Tintin, puis donc la découverte d'un secret de filiation dans une bande dessinée, et vous voyez que ça donne un peu le plan de la soirée qui a été aussi le plan de mes travaux, un secret caché dans une bande dessinée, ce qui fait qu'en toute logique, j'ai d'abord travaillé sur les secrets, puis sur la bande dessinée. Et les secrets, on peut dire comme un arbre, avec un tronc puis deux grosses branches. Alors le tronc, c'est les aventures de Tintin, secret caché dans la bande dessinée. Puis il y a une grosse branche, c'est travail sur les secrets, avec tout ce que ça a entraîné, travail sur la honte, travail sur les traumatismes. Et puis de notre côté, une autre grosse branche, c'est le travail sur la bande dessinée, qui a entraîné ensuite un travail sur les images, sur le cinéma, la télévision, et aujourd'hui les images numériques, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, etc. Donc c'est pas trop compliqué de se le représenter, un gros tronc avec deux branches. Alors je vais vous dire d'abord quelques mots de mon travail sur Tintin, parce que encore une fois c'est l'actualité. Donc tout est parti du fait que quand j'étais enfant, tiens, je vais vous demander qui a lu les aventures de Tintin ici. Ça, il y aura du monde. Ça fait plaisir à Hergé. Alors, mon travail sur les aventures de Tintin est parti en fait de rêveries d'enfance, et ça c'est intéressant parce que vous savez, souvent, c'est dans la petite enfance qu'on développe ses passions. Simplement, on ne sait pas qu'on les développe, c'est seulement quand on devient grand et qu'on s'interroge sur l'origine de ses passions qu'on peut se dire, ah ben oui, bon sang, mais c'est bien sûr, quand j'étais petit, déjà, ce genre de choses m'intéressait beaucoup. C'est vrai que quand on parle avec des scientifiques de leur vocation, beaucoup la font remonter à des curiosités d'enfance et à des réponses ou à des encouragements qu'ils avaient eu à travailler ou à des réponses qu'ils n'avaient pas eues. Alors moi, c'était un petit peu les deux, puisqu'il y avait deux questions qui me préoccupaient sur les aventures de Tintin quand j'étais petit. La première, c'était de savoir pourquoi les Dupont, qui sont donnés comme jumeaux, ont deux patronymes différents. Il y en a un Dupont D et un Dupont T. Alors, dans mon école, quand j'étais en début de primaire, il y avait des jumeaux, et donc j'avais dit à mes parents, alors il y a deux jumeaux, alors est-ce qu'ils ont le même papa? Mes parents m'ont dit, mais bien sûr, puisqu'ils sont jumeaux. Alors vous imaginez la suite, j'avais dit à mes parents, alors les Dupont, ils sont jumeaux? Ben oui, bien sûr, ils sont jumeaux. Et alors ils ont le même papa? Et alors ils avaient dit oui, mes parents, mais ils suspectaient quand même un piège. Alors le piège était arrivé, ils n'ont pas le même nom. Les Dupont D et Dupont T. Voilà, alors la conversation s'était arrêtée là. Et puis j'avais gardé la question. Et puis il y avait une autre question qui me préoccupait autour des aventures de Tintin, donc là vous connaissez, donc on va en parler. C'est ce qui sort un peu à bracadabrante du Chevalier de Haddock, c'est l'ancêtre du capitaine, donc on voit dans Le Secret de la licorne, le film que vient de mettre en scène Spielberg. Et ce fameux Chevalier de Haddock, il met de côté un trésor. Bon, très bien, pourquoi pas. Et puis ce trésor, il le cache et il indique à ses descendants où le trouver. Donc jusque-là, on est dans quelque chose de logique. Vous avez un ancêtre
qui a mis de côté une grosse somme d'argent, soit il l'a découverte, soit il l'a fait échapper au fisc, soit il l'a volée, enfin peu importe, il la met de côté, et puis il ne veut quand même pas que cette somme d'argent soit découverte par hasard par un chercheur de trésors, donc il la cache très très bien, et puis il nous indique par un certain nombre de parchemins ou de documents qui vous sont spécifiquement dessinés, il vous indique où ça se trouve. Alors le capitaine Haddock trouve les fameux parchemins finalement, et puis il va là où est censé être le trésor, c'est-à-dire la fameuse île, et puis dans l'île il n'y a rien, hein, vous savez. Et donc c'est un petit peu comme si vous découvriez caché au fond du tiroir d'une vieille commode un petit bout de papier qui vous indique une ville en Suisse et une banque et le numéro d'un coffre. Alors vous vous dites, ça y est, c'est le fameux magot dont ma famille m'a toujours parlé, le magot de l'arrière-arrière-grand-père. Et puis quand vous y allez, vous trouvez bien la ville, vous trouvez bien la banque, vous trouvez bien le coffre, mais le coffre est vide. Alors là, vous vous dites quand même, il y a quelque chose de bizarre. Ben, ça, c'est exactement ce qui se passe dans les aventures de Tintin, quelque chose de bizarre. Alors là, je n'étais pas allé aussi loin que pour les Dupont quand j'étais petit, mais je ne m'étais pas vraiment formulé la question, mais j'étais intrigué. Alors c'est quand je suis revenu à la lecture de Tintin, quand j'étais jeune adulte, jeune psychiatre, jeune psychanalyste, avec mon fils qui était petit à l'époque, et je lui ai acheté les aventures de Tintin, moi j'avais grandi avec, je me suis dit tiens c'est de la bonne lecture, puis je les ai lues avec lui, et quand je les relisais avec lui, j'ai retrouvé mes questions, ces deux questions-là notamment, et puis j'ai essayé de les résoudre, et puis donc je suis arrivé à l'idée que le chevalier de Haddock ne pouvait être que le fils secret de Louis XIV. Ça a un peu étonné les gens à l'époque, vous voyez, ça fait sourire. Mais pourtant c'est clairement indiqué dans les aventures de Tintin, puisque il y a un parchemin par lequel le roi Louis XIV donne le château de Moulinsart au chevalier de Haddock, et ce parchemin est rédigé de la façon suivante, puisqu'Hergé nous le met sous les yeux, dessiné. Ce parchemin est rédigé de la façon suivante, donc Louis XIV, Nanana, à notre cher et aimé François, à notre cher et aimé François de Haddock. Et donc, ça m'avait intrigué parce que vous savez, Hergé allait à l'école belge et royale en début du XXe siècle. Et donc, je pense qu'on ne lui apprenait pas à l'école que quand Louis XIV parlait à ses nobles, il leur disait « à nos chers et aimés ». Donc, je pense que, comme beaucoup d'enfants, Hergé avait appris que Louis XIV était un homme hautain, qui créait beaucoup de distance entre sa noblesse et lui. Et donc, je me suis dit, mais voilà, Hergé travaille avec des souvenirs d'enfance, mais il travaille aussi avec des fantasmes personnels, et donc il a là construit quelque chose, il a construit une phrase, un parchemin de donation qui évoque une grande proximité, une grande intimité, et donc le chevalier ne peut être que le frère, ou le père, c'est pas possible, puisque vu la date, il y a quand même une date dans le parchemin, la date de Louis XIV pour être adulte, même un peu vieux, le chevalier est plutôt la quarantaine, donc ce chevalier peut être le père de Louis XIV. On ne voit pas pourquoi. En revanche, il pourrait être le frère. Il y a déjà l'histoire du masque de fer, donc ça fait un peu redondant, donc pourquoi pas le fils, voilà. Et donc du coup, j'avais consolidé que les aventures de Tintin étaient parcourues par une histoire de filiation amoureuse, un garçon né de père illustre, un peu comme Louis XIV, un peu comme le chevalier avec Louis XIV, un garçon né de père illustre non reconnu par son propre père. Donc l'idée que c'était ça, finalement, le fil conducteur des aventures de Tintin, donc je ne vais pas développer trop, vous trouverez ça dans Tintin chez le psychanalyste, et puis dans Tintin et le secret d'Hergé. Et il y a beaucoup d'autres albums qui confortent cette théorie. Il y a Tintin au Tibet, il y a les bijoux de la Castafiore, il y a le Temple du Soleil, les 7 boules de cristal. Donc il y a beaucoup d'albums des aventures de Tintin qui confirment cette hypothèse. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une hypothèse que j'ai construite à partir du secret de la licorne et du trésor de la Camère Rouge. Une fois construite, elle éclaire un grand nombre d'albums. Et donc je me dis, si Hergé a inventé cette histoire, il doit avoir la même dans sa vie, et il a donc, encore une fois, dans sa famille, un garçon né d'origine illustre, non reconnu par soi, etc. Et j'écris ça en 1982, puis en 1985, et puis les tintinophiles me trouvent étrange, parce que pour eux, il n'y a pas de secret dans les aventures de Tintin. Et puis par chance, 2 ans plus tard, en 1987, des biographes de Hergé découvrent que l'hypothèse que j'avais faite était juste, c'est-à-dire que, en effet, le père de Hergé est né de père inconnu.
et très probablement illustre, puisque ce père inconnu pourrait même être le roi des Belges de l'époque, Léopold II. Et donc, du coup, l'hypothèse se vérifie complètement, hein, et du coup, je me lance dans l'écriture d'un autre livre, qui est de comprendre comment les différents personnages des aventures de Tintin peuvent incarner les différentes généalogies impliquées dans un secret de famille. Et c'est là donc que je commence à travailler les secrets de famille à partir de Tintin, et j'en arrive à l'idée que finalement, non seulement les aventures de Tintin sont une aventure cryptée, c'est-à-dire que c'est une aventure qui fonctionne avec un récit manifeste, des petites aventures de personnages drôles, et puis un récit latent, un secret de filiation. Mais je fais l'hypothèse que même tous les personnages des aventures de Tintin incarnent les différentes généalogies impliquées dans le secret. Et donc, vous allez voir en quelques mots, ça fonctionne tellement bien que ça en est merveilleux. Alors, le père d'Hergé avait un frère, donc ils étaient deux frères jumeaux. Ces deux frères jumeaux, qui s'appelaient Alexis et Léon, le père et l'oncle de Hergé, étaient nés d'une pauvre servante qui s'appelait Marie de Vigne. Jusque-là, c'est assez simple à comprendre. Cette pauvre servante donc, se retrouve enceinte, elle accouche de deux jumeaux auxquels elle donne son propre patronyme, puisque le père est inconnu. Jusque-là, c'est relativement banal et glauque. Mais ce qui va devenir extraordinaire dans cette histoire, c'est que l'aristocrate local, grande dame, grand château, grande noblesse belge de l'époque, va protéger le père et l'oncle de Hergé, Alexis et Léon, non seulement les protéger, mais même les élever comme ses propres enfants. Marie de Vigne est employée dans le château de l'aristocrate, et l'aristocrate élève les enfants de sa servante comme ses propres enfants, leur paye leurs vêtements, leur paye leurs études, les nourrit, les loge, etc. Et donc, du coup, le mystère s'épaissit. Pourquoi tant de sollicitude? Et vous voyez que dans cette histoire, il y a deux personnes probablement qui connaissaient l'identité du géniteur secret. Il y avait là, évidemment, Marie de Vigne. Elle couchait avec lui, donc elle le connaissait qui c'était probablement. Il faut espérer. Et puis il y avait la fameuse aristocrate. Si l'aristocrate n'avait pas su qui était le géniteur, elle n'aurait pas, et si le géniteur n'avait pas été quelqu'un de très important, elle n'aurait pas élevé Alexis et Léon, les enfants de l'une de ses nombreuses servantes, comme ses propres enfants. Donc deux femmes connaissent le secret des origines du père de Hergé. Mais ces deux femmes, elles sont incarnées par la Castafiore. La Castafiore est un personnage double. Tantôt grande dame, c'est l'aristocrate, avec son manteau de vison, son nez hautain, son chapeau en hermine, etc., son petit sac à main. Ça, c'est l'aristocrate tel qu'un enfant peut se la représenter, la noble du château. Et puis, de notre côté, la Castafiore, dans la moitié de son temps, est la Marguerite de l'Opéra de Gounod. La Marguerite de l'Opéra de Gounod, c'est ce personnage du Faust de Gounod, un personnage qui est une servante à l'origine. Il ne faut pas oublier, la Marguerite, c'est une pauvre servante. Et puis elle tombe amoureuse d'un homme très au-dessus de sa condition. Et puis elle se désespère parce qu'elle pense que cet homme ne fera jamais attention à elle. Mais Faust, plutôt Méphisto, cache des bijoux dans le jardin de la Castafiore, enfin le jardin de Marguerite. Et Marguerite découvre les bijoux, et quand elle découvre les bijoux, elle se les met sur elle, et elle dit « Ah, que je suis si belle devant ce miroir !» Et elle ajoute, enfin, je ne connais pas la phrase exacte, mais elle ajoute « Grâce à ces bijoux, je vais pouvoir séduire cet homme très riche, très au-dessus de mes conditions, dont je suis amoureuse. » Elle le séduit, mais tout ça est arrangé par le diable, Méphisto, et puis elle se retrouve enceinte de lui, et elle est abandonnée, et elle meurt. Donc un destin de Marguerite exactement identique au destin de Marie de Vigne, puisque Marie de Vigne a accouché de deux jumeaux, a subi l'opprobre public et est morte très jeune, en emportant son secret dans la tombe. Donc deux femmes, deux gardiennes du secret, incarnées par un seul personnage, la Castafiore, mais qui est double. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans Hergé, la Castafiore n'arrive jamais à donner à Haddock, et Hergé a dit qu'Haddock le représentait lui-même, la Castafiore n'arrive jamais à donner à Haddock son véritable patronyme. Elle l'appelle Arboc, Capoc, Marboc, Pastoc, tout ce que vous voudrez, il y a 45 noms, je crois. 45 patronymes différents, mais jamais le bon. Jamais elle ne l'appelle Haddock. Et vous voyez que c'est limpide, puisque justement, ni la fameuse aristocrate, ni Marie de Vigne n'ont jamais donné au père et à l'oncle de Hergé leur patronyme. Eh bien, la Castafiore ne donne jamais à Haddock son patronyme. Donc c'est limpide. Alors, Alexis et Léon, les deux jumeaux, c'est évidemment les deux Dupont. Et alors pourquoi, vous allez me dire, ils ont
deux patronymes, Dupondet et Dupontet. La raison est simplissime, c'est tout simplement parce que ces deux jumeaux ont eu un géniteur, mais quand ils avaient 11 ans, la fameuse aristocrate a trouvé quand même que c'était un peu dur pour eux de ne pas avoir le nom d'un père. Alors elle a donné une grosse somme d'argent à un ouvrier du nom de Remy qui a fait un mariage blanc avec Marie de Vigne pour légitimer les jumeaux. Donc les deux jumeaux, Alexis et Léon, ont eu deux pères, un géniteur secret et un père qui a donné son nom, mais qui n'était pas pour autant un père adoptif, puisqu'il a encaissé le magot et puis il est parti tout de suite, mariage blanc. Et donc du coup, eh bien, les deux Dupont ont en effet deux pères, comme Alexis et Léon ont eu deux pères, mais deux pères de rien du tout, hein, deux pères qui passaient par là. Et puis, ils sont soucieux de trouver la vérité. Vous savez, ils sont inspecteurs, c'est leur métier, ils cherchent toujours la vérité, puis ils ne la trouvent jamais. Et là, on rejoint toutes les considérations lacaniennes sur l'importance du nom du père, la difficulté à se structurer quand on ne connaît pas son père, etc. Voilà donc pour les Dupont. Et puis alors, les autres figures créées par Hergé, c'est tout aussi simple à comprendre. Vous savez, il y a Tintin, Haddock et Tournesol, et Hergé l'a dit, Tintin, c'est Hergé quand il veut être parfait, il résout toutes les énigmes. Haddock, c'est Hergé quand il désespère et qu'il est porté sur la bouteille, ça lui arrivait bien souvent. Et puis, Tournesol, c'est lui-même quand il s'enferme dans la solitude. Et donc, vous voyez que dans les aventures de Tintin, on a toute une chronologie de la construction d'un secret familial. On a deux personnages qui gardent un secret, en général, c'est un. Dans l'histoire de Hergé, il y en a deux. L'histoire de son père, il y en a deux. Vous avez ensuite les deux jumeaux, c'est l'enfant perturbé par ce qu'il ignore, qu'on lui cache. Et puis vous avez la troisième génération, c'est Hergé, qui va donc osciller entre trois postures également extrêmes, hein, le redresseur de tort, Tintin, l'alcoolique, colérique et déjanté qui est Haddock au début, une vraie loque humaine, hein, c'est Hergé qui a dit Haddock, une vraie loque humaine au début. Mais c'est une figure possible d'un enfant dont les parents ont été porteurs de secrets, troisième génération. Et puis vous avez aussi Tournesol, qui est aussi un destin possible, hein, des enfants en troisième génération du secret, l'enfant qui renonce à entendre ce qu'on lui cache et qui se replie sur lui-même avec l'idée, parfois, quand il est intelligent, de se consacrer à la recherche scientifique, puisque c'est le seul domaine dans lequel la recherche de la vérité est un devoir et quelque chose qui peut encourager, qui peut permettre d'obtenir des félicitations. Alors que dans une famille où il y a un secret, l'enfant qui pose des questions et qui cherche à savoir n'en est jamais félicité, il en est plutôt en général dissuadé. Donc voilà un peu le tronc commun, hein, et voyez que ça nous amène loin dans la problématique des secrets, parce qu'il y a la honte qui est attachée au capitaine Haddock, hein, quand même. Il y a l'histoire des ricochets, des secrets sur plusieurs générations. Oui, il y a une génération qui tait quelque chose, et puis il y a une deuxième génération qui en est perturbée, mais qui ne s'en rend pas compte, parce que les Dupont sont constamment ridicules, et manifestement, ils n'en souffrent pas. Et ça, c'est souvent la deuxième génération du secret, des gens qui arrivent à bricoler à peu près leur vie de telle façon qu'ils ne souffrent pas trop, mais qui souffrent, la troisième génération, cette génération incarnée dans les aventures de Tintin par Tintin, Haddock et Tournesol. Troisième génération qu'Hergé connaît bien puisque c'est la sienne. C'est-à-dire qu'en fait, Hergé, vous voyez, était victime collatérale d'un secret de famille. Donc ça, c'est très important parce que ça m'a permis de comprendre que si l'enfant à qui on cache quelque chose s'en débrouille apparemment le plus souvent à peu près bien, les pots cassés sont régulièrement payés par la génération d'après. D'ailleurs, Hergé n'a pas d'enfant, les choses s'arrêtent, ce qui arrive aussi un certain nombre de fois quand les secrets sont trop lourds à porter. Hergé a quand même bien résolu les choses, puisque, comme vous savez, il s'est fabriqué son propre patronyme, puisque personne n'appelle Hergé Georges Remy, qui est le nom de l'ouvrier qui avait touché un paquet d'argent de la part d'aristocrate pour faire un mariage blanc avec la grand-mère Marie de Vigne. Hergé, personne ne l'appelle Georges Remy, tout le monde l'appelle Hergé, et il s'est fabriqué son propre patronyme. Mais tout le monde n'y arrive pas aussi bien. Et dans les troisième générations du secret, vous avez des Tintins un peu paranoïaques. Ils n'ont pas tous une houppette sur la tête. Il y en a qui ont des moustaches et une canne, ou qui font des métiers un peu effrayants. Mais paranoïa à vouloir résoudre les problèmes de tout le monde. Vous avez le désespoir de Haddock, et puis vous avez le repliement complet sur lui-même de Tournesol. Voilà donc le tronc commun, et puis alors à partir de là, vous avez une branche dans les secrets, encore une fois, avec les histoires de honte, les histoires de traumatisme, hein, puisque à cette époque-là,
quand quand le père de Hergé était petit, et puis quand Hergé était petit aussi, une femme qui avait un enfant hors mariage était stigmatisée. Vous savez, il y a cette expression de fille-mère. Et puis les enfants qui étaient nés et qui portaient le nom de leur mère, donc qui n'avaient pas un père déclaré, ces enfants-là étaient moqués par leurs camarades et stigmatisés comme bâtards. Donc, ce qui est aujourd'hui pour nous une situation très banalisée, hein, d'une femme qui a des enfants dans un lien matrimonial, c'était à l'époque un traumatisme gravissime. Hein. Donc, une grosse branche du côté de la honte, du côté du traumatisme, la gestion du traumatisme. Voilà, quelque chose dont on pourra reparler si vous voulez. Alors, on peut parler un petit peu de l'autre branche, si vous voulez bien. Donc, c'est la branche image. Parce que vous savez qu'elle est importante pour moi aujourd'hui, puisque je travaille beaucoup sur des questions de technologie numérique, de jeux vidéo, de réseaux sociaux. Et donc la branche image, elle commence avec la bande dessinée. Alors j'ai écrit un livre sur la bande dessinée en 1987, une psychanalyse de la bande dessinée. Et il y a une idée là-dedans, il y en a quelques-unes, mais enfin il y en a disons une que j'ai jamais lâchée depuis, mais qui était quand même très originale à l'époque, c'est l'idée que, en fait, nous allons chercher les images dont nous avons besoin. Bon, c'était vrai pour la bande dessinée, on peut dire encore vrai pour le cinéma, c'est beaucoup moins vrai pour la télévision, c'est encore moins vrai pour Internet. Mais, parce que la télévision, bon, il y a peut-être des choses qui arrivent qu'on n'avait pas prévues, mais moi je grandis avec la télévision, il n'y avait qu'une chaîne, c'était l'ORTF, donc on regardait les programmes avant, et quand on décidait de regarder quelque chose, on savait en général ce qu'on allait voir. Donc, quand on achetait une bande dessinée, on savait à peu près ce qu'on allait trouver dedans. Donc du coup, on pouvait dire que les images, on les cherchait. Alors maintenant, malheureusement, avec la télévision, on zappe, et on tombe sur des trucs qu'on n'avait pas prévus, donc c'est beaucoup moins vrai. Et puis avec Internet, c'est évident qu'on est constamment exposé à tomber sur des images qu'on n'avait ni prévues ni cherchées. Mais il y a quand même dans la psychanalyse de l'image cette idée importante, c'est que que les images, on va les chercher, et puis que, en fait, on va accueillir à l'intérieur de nous des images qu'on désire trouver. C'est-à-dire que si une image ne correspond pas à quelque chose que nous avons dans l'esprit, eh bien, elle passe, parce qu'il y en a tellement. Et puis si une image correspond à quelque chose que nous avons dans l'esprit, eh bien, nous nous en souvenons, alors pour le meilleur ou pour le pire. Pour le meilleur, parce qu'on se dit, ben oui, voilà, on fait une image qui m'éclaircit des idées, je n'arrivais pas à me représenter telle ou telle chose, maintenant j'y arrive, donc j'en ai une image. À défaut d'avoir un discours sur quelque chose, il vaut mieux en avoir une image que rien du tout. Donc il y a vraiment des images qu'on est content d'avoir mémorisées, d'avoir dans la tête, d'avoir vues. Et puis il y a inversement des images qu'on aurait mieux aimé ne pas voir parce que ça nous a fait un effet extraordinairement violent, ça nous a pu nous faire un traumatisme, et ça nous a fait un traumatisme parce qu'on était porteur de quelque chose avec lequel c'est entré en résonance. Donc dans les deux cas, parmi toutes les images qu'on croise, celles qui vont nous entrer dedans, ce n'est pas celles que forcément nous avons cherchées consciemment, mais c'est quand même de façon générale celles qui correspondent à quelque chose dont nous étions porteurs, on pourrait dire que nous pouvions désirer en secret. Voilà, donc c'était cette idée importante de psychanalyse de la bande dessinée, après que j'ai essayé de suivre avec d'autres médias, et que j'ai retrouvé notamment avec les jeux vidéo, puisque c'est vrai que c'est une idée qui est moins valable avec la télé et moins encore avec Internet, mais qui est en revanche très valable avec les jeux vidéo, puisque chaque joueur de jeux vidéo choisit de jouer au jeu qu'il choisit. Voilà. Et qu'il y a une telle variété de jeux vidéo, quand on joue à un jeu vidéo, c'est bien que ça correspond à quelque chose qu'on cherche. Donc on ne peut pas dire qu'on trouve par hasard ce qui se trouve dedans. Donc vous savez que s'agissant des images, j'ai beaucoup travaillé à essayer de penser les images autrement que ce qu'on les pense traditionnellement, puisque traditionnellement, dans notre culture, les images sont pensées essentiellement en termes de signification. Quand on nous montre une image, on dit mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors là, vous avez les sémiologues, qu'est-ce que l'image veut dire en soi, puis vous avez les psychologues, qu'est-ce que l'image veut dire pour quelqu'un. Les deux postures sont complémentaires, maintenant ça s'est beaucoup mélangé, vous avez des sémiologues de la réception, etc. Mais en fait, disons dans les années 1960, 70 et encore 80, vous aviez ces deux postures. L'image, c'est une signification.
signification, et donc c'est soit la signification soit pour les sémiologues, soit la signification pour un spectateur du point de vue de la psychologie ou de la psychanalyse, pour un groupe de spectateurs, pour une culture donnée à un moment donné. Alors moi j'ai pris ce problème-là, mais j'ai dit, ben oui c'est bien, c'est vrai, les images ont une signification, mais elles n'ont pas qu'une signification, donc j'ai proposé de les comprendre en apportant deux autres choses, ce que j'ai appelé le pouvoir d'enveloppe des images et leur pouvoir de transformation. Ça c'est dans le livre Psychanalyse de l'image. Et le pouvoir d'enveloppe, il a été extraordinairement confirmé par le développement des jeux vidéo. Le pouvoir d'enveloppe, c'est la capacité de nous sentir présents dans une image, de nous sentir contenus par une image. Et vous savez que ce qui est extraordinaire avec les jeux vidéo, c'est que même avec un petit écran, on a vraiment l'impression qu'on est dedans. Et vous avez aujourd'hui deux manières originales de nous introduire dans les images, de faire en sorte que notre plaisir à regarder des images soit de l'ordre de l'immersion et pas de l'ordre de la signification. C'est les petites images de jeux vidéo où on montre parce que quelqu'un nous représente, hein, c'est un avatar, on interagit avec un personnage qui nous représente, on est totalement le personnage qui agit pour nous à l'intérieur du jeu, on se confond avec lui, on confond son schéma corporel avec lui. Vous savez, quand on commence à conduire une voiture, on craint toujours pour faire les créneaux, de les faire trop longs, de les faire trop courts, d'avoir un accident, de buter le trottoir, de buter le pare-choc avant, le pare-choc arrière des autres véhicules. Puis quand on a la même voiture depuis 10 ans, on fait les créneaux facilement en principe parce qu'on a identifié son schéma corporel à la taille de la voiture. Puis si un jour on achète une voiture plus petite, ça va, on manœuvre pareil, on laisse un bon espace devant derrière, mais si on achète une voiture plus grande, on retrouve l'angoisse de rater son créneau, et voilà, parce qu'on sent bien que le schéma corporel ne colle plus au volume de la voiture. Et puis vous avez aussi que pour apprendre à conduire, c'est un peu compliqué, pour assimiler son schéma corporel à la carrosserie de la voiture, il faut un peu de temps aussi. Ben, les avatars, c'est l'espèce de créature qu'on balade dans les jeux vidéo et qui nous balade aussi, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on identifie son schéma corporel à elle, et quand elle tape avec la main, c'est avec notre main, et ainsi de suite. Eh bien, c'est la première manière, la première façon dont nous pouvons nous immerger dans les images, c'est par l'intermédiaire de ces possibilités d'interaction. Plus on interagit à l'intérieur d'une image, plus on est immergé dans cette image. C'est pour ça que les joueurs de jeux vidéo ont tant de difficultés à arrêter de jouer parce qu'ils ne sont pas dans la pièce où ils sont assis sur leur chaise, ils sont dans le monde représenté sur l'écran, capacité d'immersion. Et puis vous avez une autre stratégie, ben là je monte derrière moi, vous avez une autre stratégie qui permet de créer le sentiment d'immersion, c'est le 3D, c'est le cinéma en relief, c'est le Dolby Stereo, c'est la géode, c'est des espèces de grosses salles gigantesques maintenant dans lesquelles on se trouve au centre d'une multitude d'écrans. Donc dans un cas, on a sentiment d'immersion parce qu'on interagit même dans un écran éventuellement petit. Et puis dans l'autre cas, on a sentiment d'immersion parce qu'on a la possibilité d'entrer dans un espace immense qui est couvert d'images. On a l'impression d'être vraiment au centre d'un paysage, vraiment au centre du paysage. Le paysage est construit pour nous. On oublie qu'il y a d'autres spectateurs autour de nous. On a l'impression qu'on est vraiment au centre de cette espèce de paysage entièrement reconstitué en volume. Et donc c'est la première idée sur laquelle j'ai insisté pour compléter la théorie de l'image comme signification. J'ai dit oui, l'image est une signification, toute image a une signification, elle a des significations. Ça dépend beaucoup des récepteurs, si on prend la théorie de la réception, ça dépend beaucoup de chacun voit l'image de sa fenêtre. Mais l'image a aussi un pouvoir d'immersion. Et ce que j'ai dit, c'est que parfois ce pouvoir d'immersion est tellement fascinant, tellement spectaculaire qu'on ne cherche pas du tout les images pour leur signification. On cherche les images uniquement pour le pouvoir qu'elles ont de nous envelopper et le sentiment qu'on a d'y être bien, comme dans les bras de notre maman. Donc j'ai développé tout ça dans un livre qui s'appelle Comment Hitchcock nous guérit, Comment Hitchcock m'a guéri d'abord, et nous guérit ensuite, et c'est-à-dire comment les images sont des sortes de mers quand on s'abandonne à leur pouvoir de nous contenir, de nous percer, de nous manipuler, etc. Donc les images ont un pouvoir de signification, elles ont un pouvoir d'immersion, puis elles ont un pouvoir de transformation. C'est le troisième pouvoir des images sur lequel j'ai insisté. Le pouvoir de transformation, c'est plus banal, puisqu'on a toujours dit, quand on regarde des images, on les transforme. Alors, ça peut être pour la meilleure cause. On encourage des petits catholiques à lire, à regarder des images sur la vie de Jésus-Christ, pour
qu'ils en prennent de la graine, ou ça peut être la version sombre, c'est-à-dire si vous regardez trop de films dans lesquels il y a des meurtres, vous allez devenir un meurtrier. Donc c'est l'idée que les images vont transformer le spectateur. Mais ça, c'est qu'une petite partie du problème. Les images peuvent transformer le spectateur, mais le spectateur peut aussi transformer les images. On sait aujourd'hui qu'on transforme les images qu'on voit mentalement constamment. Il n'y a pas de spectateur passif. Tous les spectateurs sont actifs dans leur tête, mais en revanche, et en plus, quand on est devant un jeu vidéo, on transforme les images pour de vrai, hein, par la souris, par le clavier, on fait des mouvements maintenant dans les nouvelles consoles de jeux, genre PS Move, Xbox Kinect, etc., ou la Wii qui est plus connue. Et puis il y a surtout un troisième pouvoir de transformation des images, et ça c'était bien parce que je l'anticipais, c'est la possibilité que les images transforment l'objet qu'elles représentent. Et aujourd'hui on voit ça constamment, vous savez, quand on fabrique les avions numériques, avant de les fabriquer pour de vrai, on soumet des avions numériques à des souffleries numériques avant de décider la carrosserie qu'on va leur donner, la forme qu'on va leur donner. Donc en fait, l'image permet de transformer l'objet à son image. Hein, l'image n'est pas faite, l'image n'est pas fabriquée, enfin la représentation imagée n'est pas fabriquée à l'image de l'objet, c'est l'objet qui est fabriqué à l'image de la représentation imagée, représentation numérique, de plus en plus. On dessine, quand vous achetez votre cuisine, vous la choisissez chez Ikea en fabriquant une cuisine virtuelle qui est une image, puis quand vous avez bien placé les meubles là où il faut sur le modèle Ikea, la cuisine virtuelle, vous direz celle-là elle me va. Donc vous fabriquez l'image avant de fabriquer la réalité. Ça c'est complètement nouveau. Hein. Enfin, on a changé de monde pour beaucoup de raisons, mais entre autres pour celle-là, on ne s'en rend pas compte. Vous aviez dit il y a 50 ans, on va fabriquer l'objet en fonction de l'image. Bon, on a dit non, ça c'est réservé à quelques personnes, des architectes, des concepteurs, mais encore, souvent on bricole d'abord, mais maintenant on passe par l'image pour fabriquer l'objet. Voilà, donc pouvoir de signification, pouvoir d'immersion, pouvoir de transformation des images. Et alors après, avec ce modèle, eh ben, j'ai parcouru les images de télévision, les images de jeux vidéo, les images, toutes les images, toutes les variétés d'images numériques. Voilà, alors je regarde vraiment, on peut en parler trop longtemps. Alors, peut-être quelques mots encore autour des images maintenant. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Est-ce que vous avez une question peut-être? On va peut-être pas attendre l'heure, la mi-temps, on va peut-être pas attendre la mi-temps pour les questions. Peut-être si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Moi, j'aime toujours mieux répondre aux questions, hein. C'est plus stimulant pour tout le monde. Ah, très bien, monsieur. Alors, juste une remarque, pour que les personnes qui sont en haut entendent les questions, même s'ils n'auront pas la chance de vous voir, je vais vous passer le micro. Bonsoir. J'avais retenu l'idée d'un livre d'un lycée de Régis Debray, que l'image était morte, que la naissance des images est due par rapport à la religion, par rapport à la mort, que dans notre société, les morts, on ne les voit plus. Donc l'image n'a plus la même signification de départ. Ça a pris d'autres chemins. Comment dire, elle est moins sacrée. Moins sacrée. Sacrée. Oui, alors Régis Debray, on a travaillé ensemble puisqu'il a fondé, donc d'abord il a créé avec Marie-Josée Monzin le Collège Iconique, qui est un groupe de recherche, puisque bon, je suis invité là pour parler un peu de mon parcours, voilà, je remplis le contrat. Donc, Régis Debray et Marie-Josée Monzin ont créé, il y a une vingtaine d'années, un groupe de recherche à l'Institut National d'Audiovisuel, ça s'appelait le Collège Iconique, où je suis rentré peu après, groupe d'ailleurs que je dirige maintenant, c'est moi qui dirige le Collège Iconique. Et donc, Régis Debray, 2 ans après être allé au Collège Iconique, a fondé les cahiers de médiologie.
sur une très belle idée d'ailleurs, qui était de réfléchir à la place du support dans la construction et la réception des messages. Pour dire les choses simplement, voilà, dans la théorie traditionnelle du message, eh bien, ce qui est important, c'est sa signification. Par exemple, je vois une image de la Vierge. Ce qui est important, c'est que cette image représente la Vierge. Dans l'idée des fondateurs des cahiers de médiologie, il fallait penser le problème autrement, c'est-à-dire que ce qui était important, c'était pas seulement que cette image représente la Vierge, c'était le fait que cette Vierge était petite ou grande, lourde ou légère. C'est-à-dire que je n'ai pas le même rapport à la même image de la Vierge selon qu'elle occupe une surface de 1 mètre sur 2 et qu'elle est sur un lourd support de bois que je ne peux aller regarder que dans un musée, ou bien selon que la même image de la Vierge se trouve sur un petit bout de papier que je peux mettre dans mon portefeuille, ou bien selon qu'elle se trouve sur une affiche que je peux mettre dans ma cuisine. Donc c'était l'idée de réfléchir à la relation à l'image en fonction du support. Et donc, quelques années plus tard, Régis Debray a écrit ce livre « Vie et mort de l'image », qui est intéressant, mais qui, à mon avis, ne prend la question de l'image que d'un seul point de vue. Et on a eu l'occasion d'en reparler à Paris avec quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui a écrit, qui est un chercheur allemand très connu en Allemagne, en France, qui est Hans Belting. Et Hans Belting a eu un ouvrage d'ailleurs publié en français parmi tout ce qu'il a fait, puis on a fait un ouvrage ensemble. Et il a eu l'occasion de venir au Collège de France, où il m'a d'ailleurs associé à son enseignement. Et à ce moment-là, le point de désaccord entre Régis et Belting d'un côté et moi de notre côté est bien apparu. C'est-à-dire que Régis Debray et Hans Belting prennent tous les deux l'image du côté de l'imago romaine. Vous savez, l'imago romaine, c'était le mot imago, donc qui a donné le mot image en français, vient du latin, le mot imago en latin. Et donc, dans la culture romaine, les riches, pas les pauvres, mais les riches, quand ils avaient un mort dans leur famille, ils mettaient de la cire sur son visage et ils faisaient un moule, et puis ensuite ils moulaient le visage du mort. Ils faisaient d'abord un négatif, puis après ils faisaient un positif, donc, représentant le visage du mort. Et ce visage de cire, était porté à travers la ville et était honoré comme le mort de son vivant. Tradition d'ailleurs qui a été reprise en Angleterre, en France je ne crois pas, mais en Angleterre se forme de la figure du roi, c'est-à-dire qu'un roi était mort, il y avait un roi de bois qui était promené à Londres. On peut voir au musée de Londres encore le roi de bois et la reine de bois, je ne peux pas dire de bêtises, donc il y a un roi de bois et une reine de bois qui ont été les mannequins qui ont correspondu à un grand roi, une grande reine anglaise, qui ont donc reçu tous les honneurs dus au personnage réel. Donc, tradition de l'imago. Donc, l'imago, qui a donné le mot image en français, c'était ce qui reste du mort quand le mort n'est plus. Enfin, quand le mort a disparu, même regarde, il est enterré, il reste son visage de cire, il reste son imago, il reste son image. Et donc, vous voyez, cette idée, elle colle parfaitement à l'imaginaire qui est associé à la photographie. Roland Barthes, dans le mystère de la chambre, dans la chambre claire, est totalement dans cette logique. Et Roland Barthes dit la photographie témoigne de ce qui n'est plus. Le ça a été. Le sens de la photographie, c'est ça a été. Je vois la photo de ma vieille maman qui est morte. Je me dis, avant de mourir, elle était encore en vie. Je le vois sur la photo. Donc ça a été. Donc c'est vrai que la photographie colle bien à la théorie de l'imago, tout au moins une certaine imaginaire associée à la photographie. Ça, c'est la posture Régis Debray, on ne peut pas la contester. L'imago a existé. C'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, des images sont des témoins de ce qui n'est plus. C'est vrai. Mais moi, ce que j'ai dit, c'est juste, mais ce n'est que la moitié du problème des images. Et j'ai dit, vous avez raison, Régis, Hans Belting, de prendre l'image du point de vue du mort. Mais moi, je la prends du point de vue du bébé. C'est-à-dire, vous êtes du côté de la mort, moi je suis du côté de la naissance. Et qu'est-ce qu'on trouve d'intéressant autour de la naissance, si on considère le problème des images, c'est que l'image, on va la fabriquer à l'image de ce qui n'est pas, en espérant que ça va advenir un jour.
Et on le voit aujourd'hui, et là je suis content parce que si vous voulez, toute l'évolution des images m'a donné raison, ça c'était dans les années 1980, et j'ai raison d'être content parce qu'aujourd'hui c'est devenu une banalité. Qu'est-ce qu'ils font les adolescents? Quand vous avez un adolescent avec sa copine toute nue sur son téléphone mobile, ça ne prouve pas que sa copine se soit montrée à lui toute nue et qu'il en a l'image parce qu'il en a la nostalgie. Ça, c'était dans les années 1950. Vous avez votre copine toute nue sur une photo, vous disiez, ah, quand même, c'est bien ce qu'elle m'a montré ce jour-là, donc je la garde, c'est précieux. C'était l'imago. Mais aujourd'hui, un adolescent, il voit sa copine, il dit, montre-toi toute nue. Elle dit, je veux pas. L'adolescent, il dit, c'est pas rien, je te photographie habillée, il va sur Internet, il prend un logiciel, il la met toute nue. Il regarde la photo, elle est toute nue. Pourtant, elle n'a jamais été devant lui. Donc l'image n'est pas ce qui témoigne d'un ça a été, l'image est ce qui témoigne du désir d'être, oui, de la naissance. Donc Régis Debray-Antweltig avait raison à 50%. Ils se sont rangés à mon point de vue. Mais vous voyez, moi déjà à l'époque, j'étais très intéressé à ranger l'image du côté de la création de quelque chose qui n'est pas. Encore une fois, le numérique m'a totalement donné raison. La photographie argentique était du côté du ça a été, même si j'ai pu contester qu'elle le soit. Disons, il fallait le faire, mais c'était pas facile. Mais avec le numérique, totalement dans cette logique-là. Le numérique n'a pas été conçu par des gens qui voulaient qu'on témoigne du ça a été. Il est conçu par des gens qui veulent qu'on fabrique ce qui n'est pas. Vous achetez un appareil photographique à un enfant de 6 ans, il y a déjà un petit logiciel dedans pour rajouter des moustaches à grand-mère, la vieillir éventuellement un peu, lui rajouter des lunettes s'il n'en a pas, et donc fabriquer quelque chose qui n'est pas. Et qu'on ne peut pas dire non plus qui a été, mais qui sera peut-être. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être si on en a une autre, monsieur. Ah, il y a une question au-dessus. Ah, une question là-haut, pardon. Donc on est maintenant dans deux conceptions complètement différentes. Et complémentaires, deux conceptions complémentaires de l'image, oui, absolument. Mais alors les enfants qui grandissent avec maintenant ce type d'image, avec la transformation, enfin, etc., n'ont pas la même conception que nous de la vie. Absolument, madame, vous avez tout à fait raison. Donc les concepts de psychologie vont changer. Enfin, mais oui, madame. Tout ce qui est lacanien, freudien, etc., ne seront plus valables. Ah, mais c'est évident, mais c'est bien évident. Tous les gens qui s'occupent d'enfants, enfin tous les psychanalystes d'enfants, c'est les gens qui s'occupent d'enfants que je côtoie, enfin les thérapeutes d'enfants que je côtoie sont plutôt d'orientation psychanalytique, donc ils disent bien que les concepts tels qu'on les leur a appris ne sont plus valables, que certains enfants qui seraient apparus psychotiques il y a 20 ans, 30 ans, aujourd'hui ont un mode de fonctionnement psychique qui les intègre à une société où globalement le fonctionnement psychique a changé. Mais ce n'est pas la première fois qu'on change de référent. Je veux dire, regardez quand même, pendant tout le Moyen-Âge, il y a eu énormément de manifestations religieuses et un grand nombre d'entre elles ont été ensuite interprétées à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle comme des signes de pathologie. La sorcellerie qui est devenue l'hystérie, etc. Et le repliement qui est devenu une forme de psychose larvée, etc. Donc, si vous voulez, ce n'est pas la première fois qu'on est amené à réenvisager toutes les catégories. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on soit amené à les envisager vite. Ça, c'est nouveau. On va être amené à les réenvisager sur une génération. Ça, c'est certain. C'est pour ça qu'il faut partir de l'idée que les enfants grandissent dans un monde différent. Hein. Et pour moi, la différence, bon, il y a beaucoup de différences, mais disons, la différence la plus simple à comprendre, la plus accessible, en même temps qui ne cesse pas d'être déroutante, c'est qu'on passe d'un monde dans lequel les contraires s'excluaient à un monde dans lequel les contraires ne s'excluent plus. Moi, j'ai grandi dans une culture où, dès qu'on alignait deux idées contradictoires, on était sommé de faire la synthèse. Et on nous disait le grand modèle de la dialectique, thèse, antithèse, synthèse. Aujourd'hui, quand vous avez une information qui apparaît sur votre écran,
et puis ou sur une partie de votre écran, puis une information contradictoire qui apparaît sur une autre partie de votre écran, personne ne vous somme de faire la synthèse. Regardez par exemple, moi j'imagine ce qu'aurait été notre préoccupation, enfin ce qu'aurait été l'histoire de Dominique Strauss-Kahn il y a 30 ans. Il y a plein de gens qui auraient dit, voyons, on a une image, on a une certaine représentation, enfin il y a une réalité de Dominique Strauss-Kahn de côté, il y a une autre réalité de Joseph Mandelbrot, on va essayer de faire la synthèse, on va essayer de créer une image qui permette de réunir les deux. Personne n'essaye de faire ça aujourd'hui. Vous n'avez pas de psy qui vous dit, je vais vous permettre de comprendre comment les deux personnalités apparemment différentes de Strauss-Kahn fonctionnaient en fait dans une même tête. J'ai vu une interprétation drôle qui montre bien l'extraordinaire difficulté à faire cette synthèse, c'est qu'il y a quelqu'un qui aligne les deux personnalités, puis qui dit, et au bout du compte, le disque dur a fondu. C'est extraordinaire. Parce qu'effectivement, la synthèse est impossible et personne ne se soucie. Et je veux dire, c'est pas qu'elle soit impossible, elle l'était aussi par le passé. Par le passé, il y avait un extraordinaire effort pour la faire, parce qu'il y avait une compulsion à la synthèse. La compulsion à la synthèse, elle disparaît, on ne fait plus de synthèse. On aligne des choses contradictoires, on vit avec. Alors, c'est pas meilleur, c'est pas pire que par le passé, hein, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Cette nouvelle culture du à la fois n'est pas une culture pire que par le passé. Simplement, c'est pas une culture qui est plus facile, c'est pas une culture qui est plus difficile, on ne souffre pas moins, on ne jouit pas plus, mais sa logique est différente. Et c'est vrai que c'est souvent difficile de comprendre qu'un enfant qui vient de réussir un diplôme, quand on lui dit alors t'es content, il dit ben oui, peut-être je vais faire ce travail-là pendant quelques années puisque j'ai réussi mon diplôme. Ça déroute quand même. Voilà. Alors, mais bon, une fois qu'on a compris, le problème c'est d'arriver à comprendre le cadre. Donc comprendre qu'on passe d'un cadre du ou bien à un cadre du à la fois. Si vous gardez ça tout le temps à l'esprit, vous verrez que ça aide beaucoup à se repérer. Oui, mais le problème, c'est qu'on est quand même un peu des étrangers maintenant. Enfin, si on fait l'effort de comprendre l'ado, parce que maintenant on le comprend, mais l'ado, est-ce qu'il essaye, lui, de nous comprendre dans nos vieux concepts? Non, mais nos vieux concepts sont périmés, donc il n'y a pas d'intérêt à essayer de les comprendre. Donc il ne faut pas lui en vouloir de ça. Mais en revanche, on peut s'adresser aux adolescents comme à des gens qui peuvent nous apprendre beaucoup. Si vous voulez, il y a quelques jours, je faisais une conférence auprès de gens, des éducateurs, des travailleurs sociaux. Il y a une dame qui me dit, bien alors, c'était une conférence uniquement sur les nouvelles technologies, les pièges, alors les bénéfices et les pièges. Les bénéfices et les pièges. Il y a des pièges, oui, il y a des bénéfices, oui, puis il y a des pièges aussi. Il faut toujours faire l'aller-retour entre les deux, sinon on devient manichéen. Donc il y a les deux, des pièges et des bénéfices. Et donc à la fin, une dame me dit, par rapport à tous les pièges que vous avez évoqués, alors comment on peut faire pour aider les adolescents? Et je lui dis, madame, si vous allez vers un adolescent en disant, mon ado, je vais t'aider, bon, vous êtes perdu. Hein. Voilà. Il faut plutôt aller vers eux en disant, ben voilà, je suis perdu, explique-moi comment ceci, comment cela. Et moyennant quoi ils sont valorisés, ils sont narcissisés, comme on dit. Et puis, ils s'ouvrent un peu à l'échange, et puis moyennant quoi on peut faire passer un certain nombre de valeurs. Parce que c'est pas parce qu'on est dans une société du à la fois que les valeurs sont périmées. Mais on n'est plus dans une société du contradictoire. Que là, on peut être à la fois honnête et malhonnête, mais il vaut mieux être honnête le plus souvent possible et malhonnête le moins souvent possible. Mais on n'est plus dans une société où on considérait que c'est quelqu'un qui vole un œuf, vole un œuf. Voilà, qui vole un œuf, vole un œuf. Ça, c'est l'ancienne société, c'est-à-dire soit on est totalement malhonnête, et si quelqu'un a volé une pomme à l'étalage, c'est la preuve qu'il est malhonnête. On trouve un petit peu ça aujourd'hui dans l'idée du ministère de l'Éducation nationale de tester les jeunes enfants pour repérer ceux qui vont devenir délinquants. C'est un enfant qui tire les cheveux d'un autre enfant à l'âge de 4 ou 5 ans, il commence à devenir mauvais, donc c'est qu'il est mauvais, donc c'est qu'il deviendra mauvais. Hein, c'est l'idée du ou bien il est bon, ou bien il n'est pas bon. Donc s'il n'est pas bon, on s'occupe tout de suite de lui, parce que sinon c'est la délinquance assurée. Donc c'est ou bien. Non, il peut tirer les cheveux d'un copain, puis à un autre moment se faire malmener par un autre. Il peut être agresseur, il peut être victime, à la fois, ça dépend des moments. Donc, mais il vaut mieux être victime le moins souvent possible
possible et agresseur moins souvent possible. Voilà. Mais le fait d'être dans un comportement ne veut pas dire que ça soit le reflet de notre personnalité. C'est simplement un comportement. Ce qui se dissout là-dedans, c'est l'idée qu'on aurait une seule identité. On peut être honnête à certains moments, malhonnête à d'autres, ou bien être honnête le plus longtemps possible, le plus souvent possible. On peut être authentique à certains moments, inauthentique à d'autres. C'est pas plus mal, on se protège quand on est inauthentique, mais enfin, il vaut mieux être authentique le plus longtemps possible quand même, et ainsi de suite. Mais c'est toujours à la fois, à la fois. Donc il y a quand même des valeurs à faire passer, tout en acceptant le à